La COVID-19 a obligé le développement de culture d'apprentissage dans nos écoles. On va être très transparent. Les consignes du ministère liées au fait qu'on ne pouvait donner de notes chiffrées au début de la pandémie, ça a nécessairement forcé un changement de mentalité. Ça veut donc dire qu'à partir de ce moment-là, l'apprentissage devait être pour soi. Donc, les élèves devaient apprendre pour eux-mêmes et non pas seulement pour réussir une évaluation. Il fallait aussi être capable d'avoir un réinvestissement des rétroactions qui sont données par les enseignants dans le but de devenir plus compétents. Ça a aussi nécessité de la part de nos élèves le développement à grande vitesse de l'autonomie, notamment grâce au plan de travail, à la flexibilité de l'horaire et aux tâches asynchrones. On s'entend que ce nouveau changement-là, ce développement de la culture d'apprentissage a déstabilisé plus qu'une personne. Autant nos parents, nos élèves et même certains enseignants. Guillaume. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de la culture d'apprentissage? Ce qu'on réalise en ce moment, c'est que les écoles qui avaient déjà instauré une culture d'apprentissage ont réussi plus facilement dans l'accompagnement à distance parce que les élèves et les parents n'attendaient pas une note chiffrée ou n'attendaient pas une sanction ou peut-être même une nouvelle consigne ministérielle pour se mettre à la tâche, pour apprendre ou même pour s'améliorer. Nos observations qu'on a fait lors des accompagnements des derniers mois, c'est que les écoles qui ont eu le plus haut taux de participation de la part des élèves sont celles qui ont su. D'abord et avant tout, cibler les notions essentielles. Ces notions essentielles-là ont ensuite été proposées dans des tâches à l'intérieur d'un plan de travail. Ce sont aussi les écoles qui ont développé des tâches de compétences qui étaient évaluées avec des grilles qui avaient été conçues afin de compléter l'accompagnement qu'on faisait des élèves. Et ce n'était pas seulement des tests de connaissances dont on peut douter la validité à distance. Ce sont aussi les écoles qui ont revu la perception du rôle de l'évaluation. Donc, pour qui l'évaluation servait à soutenir en cours d'apprentissage les élèves et non pas seulement dans une méthode de sanction ou d'évaluation de l'apprentissage. Ce sont aussi les écoles qui ont permis aux élèves de faire des erreurs, d'apprendre et de se reprendre, notamment à l'aide de la rétroaction qui a été donnée par les enseignants. C'est finalement de planifier des apprentissages qui ont permis à l'élève de justement réutiliser la rétroaction qu'on a donnée et de le prévoir dans son enseignement, de le prévoir dans les plans d'apprentissage, ce qui a permis notamment à rendre la rétroaction plus importante et plus forte pour les élèves. Pour développer une culture d'apprentissage dans son milieu, il est nécessaire d'avoir un leadership pédagogique qui est fort, mais surtout d'accorder du temps aux enseignants. Donc, les enseignants doivent faire des changements dans leur pratique pédagogique pour développer cette culture d'apprentissage. Les changements sont nécessaires dans la conception des scénarios, dans l'animation en classe et même dans l'évaluation des compétences. Ce qu'on doit garder en tête aussi, c'est que changer une culture de milieu, ça ne se fait pas du jour au lendemain, surtout si la culture qui était déjà présente depuis de nombreuses années dans votre milieu était une culture de performance. C'est donc un travail sur lequel on devra continuer de travailler. Donc, c'est encore des éléments sur lesquels on doit s'appuyer, même s'il y a un retour en classe en septembre. Comment savoir si dans votre école, il y a une culture de performance ou une réelle culture d'apprentissage? On peut d'abord regarder les traces d'apprentissage que recueillent les enseignants, notamment à l'intérieur des portfolios. Est-ce que c'est des questions à court développement ou des choix de réponse, ou ce sont de réelles tâches qui permettent à l'élève de démontrer leurs compétences? Un autre bon indice sur lequel on peut se pencher, ce sont les grilles d'évaluation. Parfois, les enseignants utilisent des grilles d'évaluation qui, à première vue, semblent évaluer des compétences. Toutefois, on peut vérifier certains éléments. Est-ce que les critères ciblés à l'intérieur des grilles proviennent du cadre d'évaluation? Est-ce que les observables sont en fait une liste de connaissances ou d'exigences qu'on a mis sous forme de grille? Ces deux éléments-là peuvent peut-être nous donner des indices sur les grilles qui sont utilisées par les enseignants. En gardant en tête que ce qui est évalué ou que ce dont on garde des traces, c'est ce qui est valorisé auprès des élèves, auprès des parents et des enseignants,
vous allez avoir une bonne idée de la culture qui est présente dans votre milieu. Suite à votre analyse, vous devrez peut-être accompagner les enseignants sur 2 points. Le premier, dans la conception de tâches en lien avec le développement des compétences qui seront par la suite proposées aux élèves. Le deuxième point, dans la conception de bonnes grilles d'évaluation. On vous encourage fortement à travailler ces 2 éléments-là en équipe matière ou en équipe niveau, notamment pour uniformiser les pratiques et même pour encourager les discussions pédagogiques entre les enseignants. Parce que, oh, Guillaume nous a quittés, parce que d'encourager ces discussions-là, ça va permettre notamment de développer cette culture d'apprentissage auprès des enseignants. Maude. Merci. France, le temps que je fasse l'introduction du point 2, est-ce que je peux te demander de prendre la présentation, de présenter? Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, France l'a bien mentionné à la fin du point numéro 1, qui était de l'importance d'accompagner les enseignants dans l'élaboration des grilles, ce qui nous permet de faire une transition avec le point numéro 2, qui est l'importance du leadership pédagogique et du développement professionnel. Pendant la COVID-19, plus que jamais, l'équipe du Récit a eu la chance de travailler main dans la main, de concert, avec énormément de direction, parce que justement, il y avait un changement de paradigme pédagogique que l'on devait faire. La COVID-19, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en basculant l'enseignement présentiel à distance, a permis de rendre très, très visible les pratiques pédagogiques des enseignants qui, auparavant, étaient peut-être circonscrites à l'intérieur de la salle de classe. Ce qui fait en sorte que c'est une excellente occasion à saisir en tant que leader pédagogique pour être en mesure de rendre visible, mais surtout de partager au sein de son équipe les meilleures pratiques pédagogiques qui existaient déjà avant la crise, mais qui ont peut-être su se développer également ou se peaufiner lors de la COVID-19. Ce qui nous amènerait à la deuxième diapositive. France, est-ce que tu es capable? Sinon, je peux tout à fait enchaîner. Il n'y a pas de souci. On ne la voit pas à l'écran en ce moment? Moi, je ne la vois pas. Excuse-moi. Non plus, l'équipe ne la voit pas. Vous ne la voyez pas? Non. On va prendre quelques instants. Et voilà. Merci énormément. Alors, est-ce que tu peux revenir juste à la diapositive d'avant? Merci beaucoup. Alors, ce qui nous amène d'abord et avant tout à considérer le fait que certaines responsabilités pédagogiques des directions ont été mises de l'avant. Alors, je suis bien consciente que ce n'est pas la diapositive. France, si tu es capable de reculer d'avancer maintenant. Ah, recule. On l'a. Merci. Quelles sont les observations tirées? On est tout à fait conscient que le rôle des directions pédagogiques a été très, très, très occupé. On sait également que les tâches des directions pédagogiques se sont multipliées, mais en tant que conseiller pédagogique, on a ciblé certaines de ces tâches-là qui ont vraiment été, si vous me permettez, magnifiées au fil de la COVID. Alors, la première, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il était très important pour les directions pédagogiques elles-mêmes, étant donné qu'elles sont en charge d'accompagner tout le changement dans la culture d'apprentissage de leurs enseignants, de développer elles-mêmes des bonnes bases avec la culture d'apprentissage et des bonnes pratiques didactiques, et ça dans toutes les matières. Ce qui nous amène à vous proposer de façon bienveillante, à vous rappeler que tout le monde au sein d'une école, enseignants et direction, en ces temps particuliers de gestion de crise où les pratiques pédagogiques sont visibles, que c'est important d'accorder du temps à son développement professionnel. Deuxièmement, France le mentionnait, ce sera important en tant que direction pédagogique d'orienter le développement des enseignants. La raison en est fort simple, c'est que
étant donné que plusieurs écoles ont identifié beaucoup de pratiques ou plusieurs axes de travail qui pourraient être potentiellement développés, on sait que de travailler lors d'une situation de gestion de crise ou de travailler à distance, ça demande du temps. Alors, à ce moment-là, on vous demanderait de procéder à une espèce d'exercice, l'exercice du panier, le in-basket, comme on le mentionne souvent là, dans les cours en gestion, c'est-à-dire d'aller prioriser certains axes de travail en fonction, comme le mentionnait Normand, de la rentrée qui nous attend. Alors, ce qui veut dire que ce sera important de cibler les essentiels en développement professionnel pour votre équipe, peut-être d'en faire moins, mais de le faire mieux et d'en faire un suivi rigoureux si on veut que les pratiques s'inscrivent dans le temps. L'équipe du récit, c'est ce que l'on a constaté et la littérature est très claire à cet égard-là. Si on veut que des pratiques pédagogiques changent, si on veut que des pratiques numériques changent, le message doit être répété et remartelé sans qu'il y ait un éparpillement pédagogique au niveau du développement professionnel. Ce qui nous amène au point numéro 3. On dit souvent que l'effet enseignant est extrêmement important au sein d'une classe. L'enseignant va modéliser les bonnes pratiques avec les élèves. Eh bien, on pourrait également parler de l'effet direction pour modéliser les stratégies de travail efficaces, même si ça demande un certain changement. Changer, c'est sûr et certain que ça prend du temps. L'équipe du récit a accompagné plusieurs équipes d'enseignants au fil des dernières semaines qui étaient parfois épuisées. Guillaume va aborder avec vous tantôt l'efficience numérique et souvent, ce que l'on a constaté, c'est que des fois, les pratiques en lien avec le numérique ou les pratiques en lien avec la pédagogie, les pratiques professionnelles étaient inefficaces. Or, et c'est pour ça qu'on profite de cette tribune-là pour vous le mentionner, tolérer des pratiques de travail qui sont inefficaces, ça a un double et même un triple coût. Et de un, les enseignants s'épuisent parce qu'ils ont l'impression, parce qu'à long terme, ce n'est pas une stratégie gagnante. Ensuite de ça, ça a un impact sur l'esprit des équipes de travailler de façon inefficace sur le sentiment d'efficacité professionnelle. Et compte tenu du contexte de la rentrée que l'on vivra, on n'aura certainement pas le temps d'avoir des méthodes ou des stratégies pédagogiques ou numériques qui sont inefficaces parce qu'éventuellement, c'est un impact sur la réussite des élèves que ça aura. Alors, il faudrait éviter de tolérer et encourager le changement parce que souvent, investir du temps dans le changement sera gagnant dans le temps ensuite. France, on pourrait y aller avec la prochaine diapositive. Ce qui nous amène maintenant, étant donné qu'on a parlé des 3 axes du leadership pédagogique en tant que conseiller pédagogique, ce que l'on a observé sur le terrain, à vous parler du développement professionnel. Qu'est-ce qui pourrait, selon les besoins de votre milieu, être ciblé au courant de l'année prochaine, étant donné que des choix devront être effectués? Alors, on vous encouragerait d'abord et avant tout à cibler ce qui correspond le mieux à votre équipe et éviter un éparpillement pédagogique en misant sur le travail d'équipe. On ne sait pas à quoi ressemblera la prochaine année, on ne cesse de le répéter, et le travail d'équipe sera garant d'une continuité des apprentissages malgré tous les aléas que l'on pourra rencontrer. Ensuite, j'en suis au 2e point. Nous vous demandons d'accorder de l'importance à 2 champs de compétences complémentaires. Si vous me permettez, à l'oral, on dit souvent, les conseillers pédagogiques, quand on a rencontré vos enseignants, qu'il y a 2 piles qui doivent monter de façon égale. Les compétences pédagogiques basées sur des données probantes, enseignées efficacement, mais également les compétences technopédagogiques pour être capable, si on retravaille à distance, d'être capable de poursuivre les apprentissages de façon optimale. On vous encouragerait à identifier vos leaders dans chacun de ces champs de compétences-là, dans chacune de ces piles de compétences. Et peut-être que vos leaders numériques ne sont pas vos leaders pédagogiques et vice-versa. On vous encouragerait également, avec le prochain point, à assurer, oups, France, je vais juste attendre que tu remettes la diapositive, ce sera moins mêlant.
On vous encouragerait également, et c'est le troisième point, à prévoir et à animer des temps de partage pour faire émerger et rendre visibles les meilleures pratiques, celles qui ont été les plus efficientes et les plus probantes dans votre milieu. C'est un temps qui est précieux. C'est un temps qui remet l'humain au cœur de la crise et au cœur de ce qu'ils ont vécu. Ce sera l'occasion pour les enseignants de partager, mais également de s'inspirer les uns les autres, tout en ayant un droit de parole. C'est aussi l'occasion pour chaque enseignant de faire son propre bilan. Parce que si on veut s'engager dans du développement professionnel, on doit être capable de prendre un pas de recul et d'aller analyser ce que nous, on nomme des fois dans nos accompagnements, nos angles morts pédagogiques. Qu'est-ce que je dois améliorer? Si vous souhaitez réaliser une petite activité d'animation et de partage très, très facile avec vos enseignants qui ne demande vraiment pas beaucoup de temps de préparation et surtout pas de matériel et qui peut bien se faire en distanciation pédagogique, en distanciation sociale, on vous encouragerait à aller cliquer sur l'activité présentée par Ron Richard, le Give One, Take One. Toutes les références se trouvent dans notre document ou sur les diapositives. Ensuite, au niveau du leadership pédagogique, étant donné, et là, Benjamin va faire le lien avec ça un petit peu plus tard, on vous encouragerait à accorder du temps pour que les enseignants aient un arrimage entre eux, que les enseignants aient le temps de communiquer au niveau supérieur quels ont été les apprentissages réalisés en cette fin d'année. Pour quelles raisons? On le sait bien, certains apprentissages ont peut-être dû être laissés de côté et les enseignants qui vont accueillir les élèves ne peuvent pas accueillir les élèves de la même façon dont ils les accueillaient dans les années précédentes. Alors, bref, ça se résume à accorder du temps à ces enseignants pour être capable de prendre un moment de recul et envisager la suite des choses. Maintenant, je vais laisser la parole à Guillaume qui va vous parler de l'efficience numérique pour éviter l'épuisement et l'éparpillement professionnel.